Welcome on Carton Rouge TV, ladies and gentlemen. Bienvenue sur Carton Rouge TV, les amis. Ah bah oui, il va falloir se mettre à l'anglais. Je vais peut-être passer à une chaîne anglaise avec mon anglais qui est très approximatif. Ça risque d'être un peu difficile et douloureux. Mais il faut s'adapter, les amis. Vidéo spéciale, reprise de l'AS Saint-Etienne, vente du club l'AS Saint-Etienne. Vous l'avez vu, vous l'avez lu sur les différents médias, on en a beaucoup parlé. L'AS Saint-Etienne va être racheté par un groupe canadien. Les transactions sont en cours, c'est pas encore complètement ficelé, mais il y a eu un communiqué officiel qui a été émis par l'AS Saint-Etienne avec des citations du patron de Kilmer Group. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que la transaction va se faire. Ils sont en négociation exclusive. Maintenant on est dans une période réglementaire, consultation du CSE notamment, et puis derrière évidemment présentation du budget prévisionnel à la DNCG et puis la vente du club qui devrait se réaliser dans les prochaines semaines. Donc tout cela est en bonne voie. C'est un immense soulagement pour les supporters de l'AS Saint-Etienne qui attendaient ça depuis très longtemps, direction d'émission. Et c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour l'AS Saint-Etienne, une page qui se tourne, une page de 20 ans avec Roland Romeyer et Bernard Cayazo à la tête du club, et donc une nouvelle période qui s'ouvre. Et ce qui me frappe déjà d'entrée de jeu, si je puis dire, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir et d'enthousiasme du côté des supporters stéphanois. J'ai mis un petit sondage sur Twitter, il y a eu plus de 800 réponses et vous voyez que globalement on a plus de 80% des personnes qui ont répondu, et donc des supporters stéphanois essentiellement, qui ont répondu à cette question en disant que c'est une excellente nouvelle. Il y a un immense espoir pour voir notre club repartir de l'avant avec ce repreneur dont je vais vous parler dans cette vidéo. Elle sera longue, je vous préviens, donc ne soyez pas pressés. Vous avez l'habitude sur des contenus comme ça, je prends le temps d'expliquer les choses, j'essaye d'apporter un contenu un peu différent, de vous apporter des éclairages différents. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait une vidéo tout de suite à chaud sur suite au papier de l'équipe qui disait le club, Kilmer Group, etc. C'était juste après le match nul à domicile face à Rodez. J'aurais pu faire une vidéo dans la foulée spéciale vente du club. J'ai préféré attendre parce que j'ai travaillé le sujet. J'ai essayé d'en savoir le plus possible sur Kilmer Group. C'est l'objet vraiment de cette vidéo. Est-ce que oui ou non c'est une bonne affaire pour l'AS Saint-Etienne? Donc je vais vous partager mes convictions personnelles. Je vous donnerai mon sentiment en fin de vidéo. Je vous donnerai la conclusion que j'en tire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Donc il faudra attendre un petit peu la fin. Voilà, et puis vous pourrez me dire en commentaire évidemment ce que vous pensez de tout cela. Alors il y a quand même deux petits messages de service. Le premier, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord, c'est pas grave. Si on n'est pas d'accord, on en parle dans les commentaires tranquillement et c'est pas grave, la vie continue. La deuxième chose, c'est que surtout ne vous faites pas une opinion à partir de quelques secondes de la vidéo. C'est-à-dire, si vous envoyez un extrait sur les réseaux sociaux, ne vous faites pas une idée de ce que j'ai pu dire sur la base d'un extrait vidéo de quelques secondes, alors que la vidéo va durer peut-être plusieurs dizaines de minutes, parce que c'est tronqué. Donc prenez le temps de regarder, prenez le temps d'écouter, et après vous faites votre propre opinion. J'ai vraiment pour objectif d'essayer de vous apporter un regard différent de tout ce que vous avez pu lire dans les médias jusqu'à présent. En tout cas, un regard complémentaire qui n'est que le mien. Évidemment, je ne prétends pas avoir raison sur tout. Je peux me tromper aussi, c'est tout à fait possible. Et donc, voilà, je revendique aussi cette possibilité de me tromper. Ça m'a demandé quand même un peu de boulot de recherche. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Ça fait extrêmement plaisir. La vente du club est donc quasiment acté, il n'y a pas de surprise à attendre, sauf retournement incroyable de situation, mais honnêtement je n'y crois pas, donc le club va changer de main, et donc c'est un immense soulagement. Depuis 2018 en fait, le processus est lancé, et depuis 2018 on a eu des rebondissements, on a eu des fonds chinois, russes, etc. On a parlé d'Indonésie, on a fait un peu le tour du monde, et c'est vrai qu'à chaque fois il y avait des déceptions, et depuis 2018 en fait on a eu comme ça des feuilletons successifs qui se sont terminés en queue de poisson. Cette fois-ci, ça va se terminer par la vente du club, donc c'est très bien ainsi. En tout cas, c'est la fin d'un feuilleton. Et pour les supporters, encore une fois, c'est un immense soulagement. 2018, c'est aussi la date de la création de Carton Rouge TV. Ah, oui, Carton Rouge TV. Et quand je regarde rétrospectivement le nombre de vidéos dédiées à la vente du club, c'est-à-dire des vidéos spéciales vente du club, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait que deux. Alors on en a parlé dans les cartons rouges, le mag, etc. Mais j'en ai fait que deux dédiés à ça, parce que j'aime bien faire des vidéos sur ce genre de sujet, ou en tout cas sur la vente du club, uniquement quand j'avais des choses à dire. La première vidéo, peut-être que les plus anciens de Carton Rouge TV vous en souvenez, c'était celle-ci. Moi, en tout cas, ma conviction est faite. Aujourd'hui, Roland Romeyer n'a pas vraiment intérêt à vendre le club en l'état, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants.
Et oui, c'était en juillet 2022, c'était il y a bientôt 2 ans, et dans cette vidéo, je vous expliquais pourquoi la vente du club ne pouvait pas avoir lieu. Je vous expliquais ce qui bloquait dans le processus de vente. Et à l'époque, souvenez-vous, c'était un certain Blitzer qui était en train de négocier. Il avait peut-être même fait une offre, et moi, je vous avais expliqué pourquoi la vente ne pouvait pas se faire et quel était le point bloquant. Je ne vais pas refaire la vidéo, mais en tout cas, à l'époque, j'avais dit de toute façon, il n'y a rien à attendre tant que ce point-là n'est pas levé. Effectivement, il ne s'est rien passé tant que ce point-là n'a pas été levé. La deuxième vidéo que j'ai pu faire sur la vente du club, elle est plus récente, c'est celle-ci. Je pense réellement que les choses vont bouger au cours des prochains mois. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Il y a 3 raisons minimum qui font que je pense que le club sera vendu cet été. Et oui, c'était au mois de février, et là je vous annonçais clairement que la vente allait se faire à la fin de cette saison, et je vous expliquais pourquoi. J'avais des informations que d'autres n'avaient pas forcément, et cette vente du club en fait se réalise en fin de saison comme je vous l'avais annoncé. Alors tant mieux, parce que si ça n'avait pas été le cas, on m'aurait dit Flavien, tu racontes des histoires, t'inventes des histoires, t'inventes des informations pour faire ton intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais des sujets comme celui-ci, j'essaye d'avoir travaillé un peu le sujet, et j'essaye de ne pas parler pour ne rien dire, parce que franchement ça n'a pas beaucoup de sens. Vous perdriez votre temps et moi je perdrais le mien, et je déteste ça. Donc voilà, donc cette vidéo elle va être un peu longue parce que je vais essayer d'aborder tous les sujets relatifs à la reprise du club par le groupe Kilmer Group. Les amis, nous allons commencer par faire connaissance avec le nouveau vrai patron de l'AS Saint-Étienne. Je vous présente Laurens Tannenbaum, pour les intimes, Larry. Alors Larry, je sais que tu ne regarderas pas cette vidéo, mais sache simplement que je t'appellerai Larry. Bah oui, parce que ça crée une forme de proximité entre nous. Hein, Olivier Dalloglio, je l'appelle pas Olivier Dalloglio, je l'appelle Odo. Donc sur Carton Rouge TV, on essaye d'être un peu familier comme ça, donc je t'appellerai Larry. Mais c'est Laurens Tannenbaum. Alors qui est-il? C'est le fondateur du groupe Kilmer. Il a 78 ans. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas très intéressant en soi, mais ce qui est rigolo ou pas, je sais pas d'ailleurs, c'est qu'il a le même âge que Roland Romeyer. Alors est-ce que c'est un problème? Je pense que la question ne se pose pas dans les mêmes termes qu'avec Roland Romeyer, parce que son groupe est un groupe puissant, important, et que la gestion de son groupe, je pense, la continuité de son groupe, de ses activités, dépasse aujourd'hui Monsieur Tannenbaum, qui, même s'il devait ne plus être là, son activité, l'activité de ce groupe continuerait. Donc je pense que c'est pas tout à fait le même sujet, mais c'est rigolo de savoir qu'il a exactement le même âge que Roland Romeyer. Le deuxième élément, c'est que c'est un monsieur qui est immensément riche. Et ça, c'est vrai, c'est pas un homme d'affaires douteux, qu'on connaît pas, qui n'a pas pignon sur rue, avec de l'argent, on sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est de l'argent de la mafia? Moi je me souviens quand les Russes étaient arrivés là, à un moment donné, je m'étais dit mais c'est qui ces gens-là, d'où ils sortent, c'est quoi ce truc? Ça faisait vraiment peur. Lui, c'est un véritable homme d'affaires qui est connu, qui est reconnu, qui est respecté, et il est milliardaire en dollars. Voilà, il fait partie des 1500 premières fortunes au monde, même si c'est pas toujours facile à estimer. Donc c'est un monsieur qui est vraiment très riche, qui a des moyens financiers considérables, et qui est quelqu'un de très sérieux. Troisième élément que je veux mettre en avant concernant Larry, c'est sa discrétion dans les médias. Alors les médias il connaît, hein, parce que dans ses investissements, il a beaucoup de médias également. Mais c'est un monsieur qui se fait extrêmement discret. Et d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la curiosité de faire ça, mais si vous cherchez sur internet des interviews de lui, des prises de parole, des invitations sur les plateaux télé, franchement il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que je ne vais pas dire qu'il fuit les médias, mais quasiment en fait. Alors apparemment, c'est depuis la succession de son père, qui est décédé je crois au début des années 80, il y avait eu un problème familial et ça a créé des embrouilles, et peut-être que les médias sont sans mêler à cette époque. En tout état de cause, c'est un monsieur qui est extrêmement discret et qui est donc patron de Kilmer Group, une société d'investissement, mais j'y viendrai après puisque du coup ce sera une grosse partie de la vidéo qui est Kilmer Group. Donc c'est un monsieur qui est discret dans les médias, qui est très riche, qui est très respecté, qui est très connu. Et le dernier point qui est vraiment très très positif, c'est que c'est un vrai passionné de sport. C'est-à-dire que c'est un monsieur, un homme d'affaires qui aime le sport pour de vrai. Alors quand on est nord-américain, on aime plutôt le basket, on aime plutôt le hockey, le foot américain, mais il a cette façon de penser qui est qu'il aime le sport de compétition en quelque sorte, et il investit beaucoup dans le sport. Pour moi, c'est un élément qui est rassurant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui investit dans des secteurs qu'il aime bien. Voilà, tu peux investir dans le sport uniquement avec une logique business, mais sans aimer le sport. Tu peux investir dans le sport en aimant le sport. Et évidemment,
c'est largement préférable. Visiblement, c'est son cas. Son parcours, tout ce qu'il possède aujourd'hui en portefeuille en termes de licence outre-Atlantique, aux États-Unis, au Canada, montre que c'est un véritable passionné de sport. Donc là, franchement, quand on le dit comme ça, on se dit « Hey, Larry, welcome Larry, welcome to Saint-Étienne. We are very happy to see you. » Et c'est vrai que c'est plutôt quelqu'un, franchement, qui présente bien, comme on dit. Voilà, donc ça c'est pour le patron. Et c'est un monsieur important, hein, très important. Ce monsieur très important, il est aujourd'hui président, au-delà de Kilmer Group, c'est un monsieur qui est président de la Maple Leaf Sports and Entertainment. Excusez-moi, mais je suis obligé de travailler mon accent. Moi, vous comprenez, je veux qu'ils se disent « Ah, lui, il a un super accent et tout. Ah, » La Maple Leaf Sports and Entertainment, plus connu sous le nom de MLSE. Ça, c'est une société, un fonds d'investissement qui possède plusieurs clubs sportifs. Monsieur Tannenbaum en est le président, mais il n'est pas l'unique actionnaire. Il n'est même pas actionnaire majoritaire puisqu'il possède 25% de MLSE qui a dans son portefeuille un certain nombre de licences de clubs de sport différents qui sont à la fois très nombreux, prestigieux et qui donc opèrent au Canada, aux États-Unis. Donc vous avez par exemple le Maple Leaf Toronto. À Toronto, en fait, petite parenthèse, tout se passe à Toronto, hein. Kilmer Group, c'est à Toronto. Vous allez voir, il y a beaucoup de Toronto. Donc cet été, les amis, si vous avez réservé vos vacances, vous annulez tout. Hein. Si on peut organiser un charter, on va essayer de tirer les prix vers le bas. On va tous à Toronto en pèlerinage. Hein. On va aller faire coucou. Tout se passe à Toronto, en fait. C'est là-bas maintenant. Hein. C'est là-bas que ça se passe. Donc il y a la Maple Leaf of Toronto. De Toronto, il n'y a même pas le off. C'est la LNH, donc c'est du hockey sur glace. Vous avez également une autre licence, vous l'avez à l'écran, hein, les Toronto Raptors. Alors sur les Raptors, il y a beaucoup de Raptors hein, dans les licences du club. Donc il faudrait peut-être qu'on pense à créer des clubs de supporters avec le nom Raptor, quoi, les Raptor fans ou les Raptor associés ou les Green Raptor, enfin vous voyez, parce que Raptor ça revient régulièrement. Hein. Donc vous avez les Toronto Raptors, donc Raptors pardon, qui sont en NBA. Vous avez le Toronto FC qui opère en MLS, que vous connaissez, hein, Major Leagues of Soccer. Vous avez les Toronto Argonauts, là c'est du foot canadien. CFL, le foot canadien, honnêtement, je ne suis pas un grand spécialiste du foot canadien. Vous avez les Toronto Raptors, encore les Raptors qui sont là. Là, c'est la NBA 2K League, c'est en e-sport, ça c'est intéressant aussi. Je trouve c'est intéressant de savoir qu'ils s'intéressent au e-sport. Oui, vous avez aussi les Raptors 905, la NBA G League, et puis enfin les Toronto Marlies, c'est du hockey sur glace. Donc vous voyez, il y a beaucoup de licences. Alors pourquoi je vous parle de MLS parce que c'est la famille maintenant les amis. Oui, c'est la famille, ce sont nos cousins. On fait un peu partie de cette galaxie, même si, c'est très important de le préciser, l'AS Saint-Étienne ne va pas être racheté par l'intermédiaire de MLSE. C'est important de le préciser parce que d'abord, comme je l'ai dit, Monsieur Tannenbaum n'est qu'un actionnaire minoritaire de MLSE et surtout c'est multipropriété. Et Roland Romeillet et Bernard Cayazo disent depuis le début du processus de vente qu'ils ne veulent pas d'avoir quelqu'un qui est multipropriétaire de multiclubs, etc. Donc la communication autour de la vente du club, vous l'imaginez bien, c'est la sortie de Roland Romeillet et de Bernard Cayazo. Ils veulent soigner leur sortie. Ils veulent faire en sorte que le repreneur corresponde bien à tout ce qu'ils avaient annoncé depuis le début. On verra si toutes les cases sont cochées. Pas facile à dire si les cases sont toutes cochées, comme l'affirme Bernard Cayazo, mais en tout état de cause, ce n'est pas MLSE qui reprend l'AS Saint-Étienne, c'est simplement pour vous montrer à quel point Larry Tannenbaum est passionné de sport parce que il est président de ce fonds-là qui a beaucoup de licences. Petite précision quand même, j'ai vu sur un site anglophone que peut-être que MLSE, il cherchait peut-être à vendre 20% de MLSE à un nouvel investisseur, MLSE qui pourrait être évalué à 8 milliards de dollars, donc c'est pour vous donner un peu la valorisation de MLSE, c'est colossal. 8 milliards de dollars, c'est un gros actif, c'est l'ensemble de ces licences-là, ça vaudrait 8 milliards de dollars, et si ils en vendent 20%, ce serait un ticket à 1,6 milliard, donc ils chercheraient un investisseur qui pourrait mettre 1,6 milliard, qui permettrait aux actionnaires actuels, si vous voulez, de monétiser une partie de la valorisation et certainement de la plus-value autour de MLSE. Je ferme la parenthèse, même s'il y a une petite interrogation, je ne dis pas qu'elle est grosse, mais c'est une petite interrogation.
on n'aura jamais la réponse parce que dans ce genre de deal, il y a souvent des clauses de confidentialité qui sont signées par les deux parties. Et donc, je pense qu'on n'aura jamais la réponse, mais je me pose la question, ça ne changera rien au truc. Hein. Mais je me demande si au début des négociations qui remontent donc à novembre 2023, donc ça fait longtemps que notamment Bernard Cahuzac est en négociation avec Larry Tannenbaum, je me demande si au départ, le plan initial de Larry Tannenbaum n'était pas de faire rentrer l'AS Saint-Etienne dans MLSE, faire racheter l'ASS par MLSE. Et du coup, dans les négociations, Bernard Cahuzac qui voulait absolument montrer que c'était pas un club qui appartenait à quelqu'un ou un fonds multipropriétaire de club, dans les négociations, peut-être qu'il a réussi à convaincre. Il y a deux solutions. Si tel est le cas, hein, si au départ c'était le plan, peut-être qu'il a réussi à convaincre M. Tannenbaum d'acheter directement via son fonds dédié au sport ceci, soit le conseil d'administration de MLSE n'a pas souhaité racheter le club. C'est une option qui n'est pas complètement impossible. Je ne tire pas de conclusion, je ne fais pas de conclusion, ça ne change rien au final. Simplement, il est possible qu'à un moment donné, le plan initial, c'était de faire racheter l'AS Saint-Etienne par MLSE. Je vous le dis, je préfère que l'AS Saint-Etienne ne soit pas dans MLSE, noyé dans un univers de licence, mais porté par un fonds spécialisé sur les investissements sportifs peut-être européens. Donc je ferme la parenthèse, mais voilà, c'est la famille, c'est Toronto, c'est les Raptors, et donc en avant, ce sont nos nouveaux amis, c'est les cousins de l'AS Saint-Etienne. Et maintenant les amis, je vous propose de passer au gros du morceau, celui qui reprend vraiment l'AS Saint-Etienne. Il s'agit du groupe Kilmer Group, une société de capital investissement. Je suis allé voir sur leur site et en fait, alors déjà, c'est une société de private equity. Capital investissement, c'est du private equity. Je vais vous expliquer ce que c'est que le private equity. Je m'entraîne sur l'accent, excusez-moi, mais vous savez, je profite à chaque fois que je dis un mot en anglais pour essayer de travailler mon accent. Je vais vous expliquer ce que c'est que le private equity dans quelques instants. Simplement, je fais une petite précision. Tout à l'heure, je vous ai dit que Larry Tannenbaum était très discret. C'est son tempérament, visiblement. Et en plus, ce qui rend les choses plus complexes dans la recherche d'informations, c'est que c'est une société familiale. Donc forcément, elle n'est pas tenue de publier des informations comme une société cotée en bourse, par exemple. Et la deuxième chose qui rend les recherches compliquées, en tout cas, c'est que c'est une société qui fait du private equity. Et le private equity, ça nécessite une discrétion absolue. Moins on en dit, mieux c'est. Donc si vous voulez un monsieur qui préfère rester discret, qui préside et qui dirige une société familiale qui, par définition, est toujours très discrète et beaucoup plus discrète par nécessité que des entreprises, des grosses entreprises qui sont cotées en bourse. Et en plus, ils font un métier où la discrétion est une règle d'or. Pour trouver des infos, c'est pas facile, hein. Néanmoins, j'ai réussi quand même à gratter quelques infos. Alors, si Kilmer Group regarde ça, peut-être qu'ils vont trouver que je dis n'importe quoi et que j'ai oublié des trucs, etc. Mais c'est pas grave. Je demande l'indulgence parce que c'est pas très transparent tout ça. Mais globalement, Kilmer Group investit dans des sociétés de différents secteurs. Voilà, il investit un peu de partout, dans la construction, le bâtiment, real estate, bâtiment, l'immobilier, les infrastructures, aussi peut-être dans la partie alimentaire, dans plein de secteurs différents. Donc vous avez le Kilmer Infrastructure. Donc là, c'était les dirigeants qui sont dédiés à chaque fonds. Enfin, je ne sais pas si à chaque fois il y a un fonds, mais en tout cas, ce sont des investissements qui sont fléchés vers les infrastructures. Donc il y a une équipe qui est dédiée à ça. Il y a le Kilmer Capital Partners, il y a le Kilmer Brownfield et ce qui va nous intéresser, les amis, c'est Kilmer Sports Ventures, qui va être chargé d'investir dans le sport, comme son nom l'indique, et peut-être même dans les médias. Le nouveau président, c'est monsieur Ivan Kazidis, qui est président depuis le 5 mars 2024, donc c'est tout récent, de Kilmer Sports Ventures. Il a été clairement, je pense, nommé directeur général de Kilmer Sports Ventures en vue du rachat de l'AS Saint-Etienne, puisque c'est encore une fois tout récent. Et donc c'est ce bloc-là qui va racheter l'AS Saint-Etienne, c'est ce fonds-là. Ce qu'on ne saura pas exactement, c'est qui y a derrière ce fonds. Parce que, et là je vais rentrer un peu dans le sujet du capital investissement, du private equity. Quel est le métier de ces gens-là? C'est très important de comprendre ça, les amis, pour savoir si oui ou non c'est une bonne affaire. Quel est le métier des sociétés qui font du private equity? Je vous mets la définition à l'écran du private equity, comme ça les choses seront plus claires. Le private equity consiste à investir dans le capital de sociétés non cotées à différents stades de leur développement. Il s'oppose au public equity, qui désigne l'investissement dans les sociétés cotées en bourse. Bah oui, tu peux investir, tu rachètes des actions d'une société qui est cotée en bourse, mais ça, c'est pas du private equity. Le private equity, c'est tu rachètes des entreprises en totalité
ou tu prends ton capital, tu peux prendre 25%, 10%, 5%, ou tu prends la totalité du contrôle d'une société, avec l'objectif, et c'est écrit, de développer la société pour, à la fin, dégager une plus-value au moment de la cession. D'accord ? C'est pour ça que la période de détention recommandée est de 10 ans, parce qu'en gros, en 10 ans, tu as le temps de développer les sociétés dont tu deviens soit actionnaire, soit propriétaire. Les fonds de private equity permettent de recueillir des fonds d'investisseurs institutionnels et particuliers. Ça veut dire que dans Kilmer Sports Venture, il est possible qu'il y ait des investisseurs autres, des fonds qui arrivent, c'est pour ça qu'à un moment donné on parlait de fonds chinois ou américains, il y a d'autres fonds qui arrivent pour compléter et investir directement dans les Saint-Étienne, mais celui qui sera propriétaire de la Saint-Étienne, c'est bien Kilmer Sport Venture, donc c'est bien Kilmer Group au-dessus de tout ça. Et donc ils vont acquérir des sociétés ou des actions de sociétés ou des parts de sociétés qui présentent un fort potentiel de croissance. Voilà, et donc en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de reprendre des sociétés qui ont un potentiel de développement et de croissance important pour pouvoir développer l'entreprise et après, à un moment donné, la vendre et en tirer le bénéfice. Quel est le modèle économique ? Le modèle économique, c'est de gagner de l'argent au moment de la cession, mais pas forcément seulement, c'est aussi de gagner de l'argent avec les dividendes. Si l'entreprise gagne beaucoup d'argent, elle verse des dividendes à ses propriétaires. Et donc, au fond, le private equity permet aux entreprises qui pratiquent ces investissements-là de finalement retrouver leur investissement soit au moment de la cession, soit en cours d'exercice avec le versement de dividendes si la société se porte bien. Alors, avant d'aller plus loin quand même, je fais une petite parenthèse par rapport au message qui a été envoyé par Bernard Cayazo par la Saint-Étienne, puisque le communiqué du club précisait la chose suivante, c'est assez rigolo d'ailleurs. Bernard Cayazo, qui est cité en premier d'ailleurs, président du conseil de surveillance de la SS, il fallait un nouvel actionnaire qui coche toutes les cases, très bien, et qui ne soit pas un fonds d'investissement. Là, je pense que Bernard Cayazo joue sur les mots. Parce que Kilmer Sport Venture, c'est un fonds d'investissement. Il joue sur les mots parce que ce qu'il veut dire, je pense, en disant ça, c'est que c'est pas MLSE qui rachète l'entreprise dont je vous ai parlé précédemment, mais c'est bien du fonds d'investissement. Et le fonds d'investissement, il est là, c'est du business. Le fonds d'investissement, il est là pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que les gens qui vont investir leur argent, ils attendent un retour sur investissement. C'est du business. Donc, c'est un premier message que je veux vous faire passer, et encore une fois, ça ne préjuge en rien de ce que je vais vous dire à la conclusion de cette vidéo sur ce que je pense de la reprise du club par Kilmer Sports Ventures, mais ils achètent la Saint-Étienne pour gagner de l'argent. Ce sont des hommes d'affaires. Monsieur Tannenbaum, qui est immensément riche, s'il est immensément riche, c'est qu'il a le sens des affaires. Et donc il ne rachète pas la Saint-Étienne pour sauver la Saint-Étienne, et tel un philanthrope, dépenser des millions pour que le club puisse retrouver l'élite, même en perdant de l'argent. Il va falloir gagner de l'argent avec la Saint-Étienne. Et ce qui est très intéressant, alors ça m'a fait marrer, je vous le dis, hein, il n'y a que moi qui vais vous l'annoncer ça. Cherchez pas ailleurs, il n'y a que moi qui vais vous l'annoncer, et ça me fait je trouve ça extrêmement drôle. En fait, dans mes recherches, parce que j'ai quand même beaucoup gratté, je vous assure, dans mes recherches sur Internet, il y a le site Kilmer Group, qui doit être .com de mémoire, qui est la page d'accueil anglo-saxonne du groupe Kilmer Group. Il n'y a pas grand-chose comme info. Alors, ils mettent les sociétés dans lesquelles ils investissent, mais honnêtement, c'est vraiment à minima. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait une page française, kilmergroup.com/fr. Et là, vous arriviez sur une page française, c'est-à-dire que le groupe avait une page française. Alors j'ai fait une capture d'écran, mais j'ai pas fait les captures de tous les écrans. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, je voulais refaire une capture d'écran de ce que j'avais lu. Ils ont débranché le site. Ils ont débranché le site qui était en français, il n'est plus disponible, ça me fait rire parce que... Alors c'est peut-être moi qui étais trop dessus, ils ont dit putain il y a quelqu'un qui arrête pas de regarder tout ça, on débranche le site. Mais en fait c'était rigolo parce que dans la partie qui était consacrée au fond, alors je regrette parce que là je vous le dis, il faut me croire, je n'invente pas d'histoire, il y a une page qui était dédiée, d'ailleurs c'était pas la même architecture tout à fait de site que la page en anglais, il y avait dans la page francophone, française, il y avait nos fonds, il y avait un onglet nos fonds, et donc on cliquait sur nos fonds et on voyait deux fonds apparaître, j'ai oublié le nom des deux fonds, c'était donc des fonds d'investissement, et donc il y avait marqué les critères d'investissement, dans les critères d'investissement, donc sociétés qui correspondent au secteur dans lesquels on veut investir, et qui, il y avait marqué, offre un retour
rapide et élevé à nos actionnaires, aux investisseurs. Ben oui. Et donc ça y est plus, je regrette. Mais en fait, c'est du business. Alors par chance, j'ai quand même fait une capture d'écran. Et donc là, je peux vous la montrer, celle-là, parce que j'ai fait celle-là, j'ai pas pensé à faire aux autres. J'étais loin de penser qu'ils allaient débrancher le site. Vous le voyez à l'écran, nos critères d'investissement. Donc, entreprise ayant son siège social en Amérique du Nord. Donc là, ils sont en train de faire un pas de côté pour investir en Europe. Investissement de capital action entre 25 millions de dollars et 100 millions de dollars. Donc typiquement, c'est là et Saint-Etienne, on est exactement dedans. Valeur de l'entreprise entre 50 et 400 millions de dollars. Bah oui, parce qu'ils font pas que des prises de participation totale. Donc ça peut être qu'une partie de l'entreprise. Mais on voit bien qu'ils ciblent des entreprises. Ils vont pas racheter des entreprises qui coûtent 10 milliards de dollars. Ils n'auront certainement pas les moyens en plus. Et puis voilà, ils ciblent certaines entreprises, encore une fois, qui correspondent au secteur dans lequel ils veulent investir et des entreprises qui ont une valorisation inférieure à 400 millions de dollars. Le BIA, plus de 10 millions de dollars. Et surtout, le dernier, c'est excellente occasion de faire fructifier les dividendes. Mais oui, mais il faut juste comprendre ça. Mais encore une fois, c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi. Un fonds d'investissement, il investit de l'argent, le sien et celui des autres, avec des critères de rentabilité. Donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Ce qui est plutôt rassurant quand même avec le groupe Kilmer, parce que quand je vous montre ça, vous commencez peut-être à avoir un petit peu peur. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que quand on regarde sa politique d'investissement, on se rend compte que c'est de l'investissement long terme. On n'est pas sur un fonds spéculatif. Vous avez des fonds spéculatifs qui sont à l'affût d'entreprises en grande difficulté, qui vont les racheter, qui vont les restructurer à la hache et qui vont les revendre 2 ans après. On n'est pas dans cette logique-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce sont des professionnels de l'investissement, ils mettent de l'argent, ils veulent en avoir pour leur argent, ils veulent retrouver leur argent. Voilà. Mais pour autant, ils ne sont pas là pour faire un aller-retour, une espèce de spéculation, un coût financier. Et que je pense qu'on a Kilmer Group comme actionnaire pendant plusieurs années, ce qui va lui permettre finalement d'avoir un projet sur du moyen terme pour redresser la Saint-Etienne. Mais ne nous trompons pas, Larry Tenenbaum n'est pas un philanthrope. Il n'investit pas à la Saint-Etienne pour faire plaisir aux supporters. Il investit à la Saint-Etienne parce qu'il pense qu'il y a un potentiel important de retour sur investissement et je pense qu'il a raison. Je pense en plus qu'ils font une excellente affaire. Alors après, comment vont-ils faire? C'est ça la vraie question en fait. La vraie question, c'est que quand on regarde l'AS Saint-Etienne, on sait qu'on a un déficit structurel annuel de 15 millions d'euros parce qu'on a une masse salariale trop importante. Donc chaque année, il faut combler 15 millions d'euros. Jusqu'à présent, ce qu'ont fait les présidents actuels, Roland Romeyer et Bernard Cahuzac, c'est qu'ils l'ont fait grâce au trading. Un coup Saliba, un coup Fofana, un coup Gourna, un coup je sais pas quoi. Et donc, ils ont réussi à combler à chaque fois le déficit de 15 millions. On a une masse salariale qui est trop importante. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'une part, Kilmer Sport Venture va racheter la Saint-Etienne. On n'a pas le prix, les clauses de confidentialité, etc. Mais on dit autour de 20 millions d'euros. Et si le club monte, peut-être 25 millions d'euros. Mais allez, on va dire peut-être 20 à 25 millions d'euros. Bon, ils vont mettre ça sur la table. Parce que là, il faut payer les 2 propriétaires. C'est le deal. Tu payes tout de suite. Ils vont présenter un budget l'année prochaine. Alors évidemment, ce sera en fonction de Saint-Etienne en Ligue 1, Saint-Etienne en Ligue 2. Donc il faudra quand même attendre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ils auront repris le groupe, là, dans quelques semaines, ils ne vont pas pouvoir vendre Fofana, Saliba ou Gourna, puisqu'on ne les a pas. Donc il va falloir qu'ils apportent en plus, pour couvrir le déficit d'exploitation, une quinzaine de millions d'euros. Juste déjà pour couvrir l'exploitation de la saison à venir. Sachant que, les amis, ils auraient annoncé, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont dit au CSE, mais qu'il n'y avait pas de plan social, ce qui est une bonne nouvelle pour les salariés, franchement, mais ce qui veut dire que s'ils gardent la masse salariale avec les 210 ETP, il y a 210 équivalents temps plein, 255 je crois salariés, mais en équivalent temps plein ça fait 210, s'ils gardent cette masse salariale-là, ça veut dire qu'ils repartent avec un déficit structurel de 15 millions, sans avoir pour autant en face les actifs de joueurs à vendre pour équilibrer. Donc ils vont mettre 20 ou 25 millions pour acheter le club, plus 15 déjà pour couvrir le déficit potentiel. Donc il va falloir déjà mettre de la liquidité, d'injecter de la liquidité dans le club. Et puis derrière, comme ils voudront remonter en Ligue 1, imaginons qu'on remonte en Ligue 1. On va rester dans cette logique qu'on reste en Ligue 2, qu'on ne monte pas cette année. Donc ils récupèrent un club de Ligue 2, donc ils vont vouloir remonter tout de suite. Donc il va falloir faire un mercato, je vais pas dire très ambitieux, mais quand même il va falloir acheter 1 ou 2 joueurs. Imaginons qu'ils mettent 10 millions sur la table pour le mercato, ce serait énorme. Franchement, 10 millions en Ligue 2 pour le mercato, c'est beaucoup d'argent. Imaginons qu'ils mettent 10 millions. Si vous faites les 20 millions du rachat, plus les 15 millions, on est déjà à 35 millions qu'il faut mettre sur la table, plus 10 millions pour le mercato, on est à 45 millions. Donc déjà,
Kilmer Sport Venture va devoir mettre entre 40 et 45 millions pour démarrer la saison dans de bonnes conditions. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les présidents ont vendu, c'est qu'ils n'avaient plus les moyens de faire ça. Donc, inutile de vous dire que, et c'est le début, il va y avoir un nouveau projet, etc. Mais le rôle de celui qui va avoir visiblement la haute main, c'est-à-dire Ivan Kazidis, et j'en dirai un mot juste après, ça va être de redresser les finances du club. Parce qu'ils ne vont pas mettre 25 millions par an, 10 millions de mercato et 15 millions de déficit structurel. Alors ils veulent miser sur les jeunes, visiblement. Je reste prudent parce qu'au moment, là on n'a pas encore le projet, c'est encore tôt. Donc il va falloir écouter ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent faire. À miser sur les jeunes, d'accord, mais enfin là pour l'instant on n'a pas réellement beaucoup de joueurs qui sont bankable parmi les jeunes. Hein, on le voit bien. On a quelques joueurs sous contrat qui valent quelque chose, qui ont une vraie valeur marchande sur le marché, mais c'est pas ça qui va permettre de faire entrer de l'argent dans les caisses. Donc il va bien falloir recruter et donc mettre de l'argent sur la table. Donc le modèle économique de l'AS Saint-Etienne est structurellement déficitaire et le rôle de Gazidis, pas facile à prononcer, ça va être de redresser tout ça. Et quand vous regardez aujourd'hui comment on redresse les finances d'un club, puisqu'on va avoir une masse salariale qui sera à peu près identique, peut-être qu'ils la baisseront à la marge, mais en tout cas, ça veut dire qu'il va falloir faire des recettes supplémentaires. Et le training de joueurs, les jeunes joueurs, etc., c'est pas tout de suite, ce sera sur du moyen long terme, ça s'inscrira dans le projet moyen long terme. Donc à court terme, il va falloir augmenter les recettes. Et quand vous regardez aujourd'hui les modèles des grands clubs, et quand vous voyez comment ça se passe, il n'y a pas 36 façons d'augmenter les recettes. Les droits télé, c'est pas vous qui les négociez. Donc les droits télé, ils sont négociés par la Ligue, vous avez votre quote-part, mais c'est pas chaque club qui dans son coin essaye de tirer le meilleur prix. Donc ça, ce sera figé, que ce soit Kayazo Romeye ou Kilmer, c'est la même chose. Les droits télé ne bougeront pas. Après, vous avez le merchandising, c'est-à-dire toutes les ventes de produits dérivés. L'AS Saint-Etienne est plutôt un club qui vend beaucoup de produits dérivés. Pour autant, peut-être qu'on peut faire mieux. J'imagine qu'ils voudront faire mieux. Peut-être qu'il y aura plus de produits à proposer, alors des écharpes, il y en a plein, mais peut-être plus de produits dérivés, peut-être une boutique des verres plus grande, peut-être plein de choses. En se disant, on a 35 000 personnes au stade, quand ça va bien, on peut vendre beaucoup plus de maillots, de t-shirts, on va faire des nouveaux produits, etc. Et ça augmente les recettes. Ok, ça c'est possible. Vous avez également le stade. Alors le stade, dans le foot moderne, c'est vraiment l'élément central de la rentabilité d'un club. C'est pour ça que vous avez beaucoup de grands clubs, en Espagne, etc., qui refont leur stade. Parce que le stade, si vous le faites, vous pouvez augmenter la capacité en nombre de spectateurs, donc ça fait plus de recettes guichets, et puis surtout, vous vendez plus de loges, vous faites des loges belles pour les entreprises, etc. Et donc, vous pouvez faire aussi des endroits où les supporters peuvent passer plus de temps dans l'enceinte du stade, pour dépenser plus d'argent, pour boire un coup, etc. Et c'est pour ça que les clubs veulent absolument être propriétaires de leur stade. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain pousse pour être propriétaire du Parc des Princes, pour pouvoir l'agrandir et le mettre aux normes européennes, aux standards européens, du Real bientôt, des clubs anglais qui ont pris beaucoup d'avance. Moi, je suis allé à Arsenal, quand vous voyez le stade d'Arsenal, vous dites, mais oui, en fait, les Anglais, ils ont 10 ans d'avance. Et on parlera d'Arsenal, c'est pas un hasard si je vous en parle, vous l'avez compris avec Gazidis. Et les clubs allemands aussi ont beaucoup d'avance. Donc, en fait, le stade, c'est un actif stratégique pour un club, mais encore faut-il en être propriétaire. L'AS Saint-Etienne n'est pas propriétaire du stade Geoffroy Guichard, c'est la métropole. Peut-être qu'ils voudront racheter le stade pour pouvoir y faire des travaux, mais en tout cas, c'est pas sur le stade qu'ils vont pouvoir modifier les choses, faire plus de loges, etc. En tout cas, pas à court terme. Et puis il reste, et là c'est peut-être le point qu'il faudra surveiller, on va voir comment ça va se passer. Moi, je fais pas de procès d'intention, mais il faudra quand même surveiller ça. Il y a les recettes guichets. Quelle sera la politique tarifaire pour les places et les abonnements à Saint-Etienne ? Est-ce qu'ils n'auront pas la tentation d'augmenter un peu le prix des places pour faire quelques millions d'euros de recettes supplémentaires? On verra. C'est pas impossible, hein. Quand vous regardez les prix des places en Angleterre, il vient d'Arsenal, Ivan Gazidis, c'est pas la même chose, hein. Alors évidemment, ça va pas passer du jour au lendemain comme ça, mais est-ce qu'il n'y aura pas la tentation de dire, de toute façon, il faudra augmenter les revenus. Il faut augmenter le chiffre d'affaires de la Saint-Etienne. Structurellement déficitaire, donc il faut que ça rentre plus dans les caisses. Il faut un chiffre d'affaires plus important. Et une fois qu'on a fait le tour, il n'y a pas 36 solutions en fait. Donc on regardera effectivement la politique tarifaire. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont augmenter les places, je n'en sais rien. Je dis simplement que ce sera un bon indicateur de ce que voudra faire le club. Voilà, on suivra ça, mais c'est sûr que s'ils augmentent les places, ça va être très impopulaire pour le coup. Donc voilà, c'est un indicateur qu'il faudra suivre. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est qu'ils vont mettre de l'argent sur la table et qu'on espère avoir un beau projet sportif. Larry Tannenbaum, c'est le big boss à Toronto. On ne le verra pas souvent à Geoffroy Guichard, inutile de vous le dire. Celui qui va être visiblement aux manettes, c'est Ivan Gazidis, qui a été directeur général d'Arsenal pendant 10 ans, puis après au Milan AC. C'est un monsieur qui redresse les comptes. Il sait faire. Il sait augmenter les recettes, visiblement. Le point positif,
c'est qu'il connaît très bien le foot de très haut niveau. Quand tu as été à Arsenal et que tu as bossé un petit peu avec Arsène Wenger, franchement, tu touches, parmi le foot européen, tu touches ce qui se fait quasiment de mieux sur le plan du professionnalisme. Donc ça va apporter du professionnalisme au club. Donc ça, c'est très bien. On a besoin d'être plus professionnel, on a besoin de se structurer, on a besoin d'avoir des savoir-faire. Il va venir avec des personnes à lui. Voilà, alors évidemment... Je reçois aussi parce que comme carton rouge il y a de la visibilité, il y a des gens que je connais qui sont fiables, hein, qui m'envoient des éléments à propos de l'entourage, etc. Je vais pas en parler aujourd'hui parce que j'ai pas recoupé les infos. Il peut y avoir des trucs qui interrogent, voilà. Mais globalement, on a affaire à des gens qui connaissent très bien le foot de haut niveau, qui sont des vrais professionnels. Mais ne nous trompons pas, M. Casillas aura pour objectif de faire gagner l'AS Saint-Etienne, bien sûr, pour que le club soit plus performant, gagne, remonte en Ligue 1, etc., soit qualifié en Coupe d'Europe, parce que ça fera des recettes supplémentaires, ça fera des droits télé, etc. L'activité de l'AS Saint-Etienne, la franchise AS Saint-Etienne, la franchise française de ce groupe canadien prendra de la valeur, mais pour autant, lui, il aura pour objectif aussi de faire en sorte que dans les caisses, ça rentre. Donc on regardera ce qu'il fait. À surveiller aussi, il est dans une enquête, il est concerné par une enquête concernant la vente du Milan AC. Le Milan AC qui a été vendu, qui a changé de main et il aurait retenu ou pas transmis toutes les infos aux autorités italiennes. Donc il est visé par une enquête en Italie. Il y a eu une perquisition au Milan AC il n'y a pas longtemps. On verra ce que ça donne. Je sais rien de l'affaire donc je ne vais pas inventer des histoires. Simplement, il faut quand même jeter un coup d'œil là-dessus parce que quand vous avez une justice qui enquête sur vous, c'est pas non plus complètement neutre, même si ça veut rien dire. Peut-être qu'il sera complètement innocenté. En tout cas, il y a quand même cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc on verra ce que donne M. Casillas pour la suite des opérations. Donc voilà, ça va se faire. Il y a des choses très positives. Je vous propose maintenant, les amis, de passer à la conclusion de tout ça. Allez, c'est parti, jingle. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire? Voilà, c'est l'heure de la conclusion, les amis. Est-ce que c'est une bonne affaire? Il y a des choses qui interrogent et il y a des choses positives et il y a des choses très positives. Parmi les choses qui interrogent ou en tout cas qui me laissent pas complètement indifférent, c'est le fait que l'AS Saint-Etienne passe sous pavillon canadien. Oui, on devient un club canadien, les amis. Il faut dire les choses. Alors, est-ce que c'est grave? Ça aurait pu être pire. Parce que quand on parlait d'investisseurs russes, quand on parlait de la Chine, quand on parlait de je sais pas quoi, ça faisait un peu plus peur en fait. Quitte à passer sous pavillon étranger, le Canada, ça va. Ce que je craignais beaucoup, et je l'avais déjà dit, c'est que le club soit racheté par un pays, un fonds souverain d'un pays qui respecte pas les droits de l'homme. Voilà, donc c'est comme ça. Au moins on évite cet écueil-là. Le Canada, c'est une démocratie, Amérique du Nord, voilà, et donc ça limite le truc, mais on passe quand même sous pavillon canadien. La deuxième chose, c'est que malgré tout, ils sont là pour faire des affaires. Ils sont là pour faire fructifier leur investissement et qu'ils voudront gagner de l'argent avec l'AS Saint-Etienne. C'est pas très grave en soi si on gagne, qu'on remonte en Ligue 1, qu'on est en Coupe d'Europe, qu'ils gagnent de l'argent avec l'AS Saint-Etienne, c'est très bien, on s'en fiche tous. Mais il faut simplement pas le perdre de vue. Ce ne sont pas des philanthropes. Et comme je vous l'ai dit, ils investissent dans l'AS Saint-Etienne. Et leur façon de retrouver de l'argent, c'est soit de se verser des dividendes, c'est-à-dire que l'AS Saint-Etienne devienne très rentable chaque année en termes d'exploitation et sur le plan budgétaire, donc ça veut dire beaucoup de recettes, et donc du coup ils peuvent verser des dividendes aux actionnaires, à l'unique actionnaire, c'est-à-dire Kilmer Sport Ventures, et au moment de la cession. Il faut juste pas le perdre de vue. Voilà. Parce que dans tous les commentaires que j'ai vus, évidemment, c'est l'enthousiasme général. Tout le monde est content, mec sérieux, qui a des moyens, un beau projet, ça va repartir, des professionnels, etc. N'oubliez pas qu'ils sont là pour faire du business. Encore une fois, c'est pas grave en soi. Il faut juste pas le perdre de vue. Voilà. Après, pour le reste, les côtés positifs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a affaire à quelqu'un de sérieux, qui a une bonne réputation, qui a les moyens, qui n'est pas là pour faire un aller-retour de 2 ans sur l'AS Saint-Etienne, qui va pas se désengager au bout de 2 ans. C'est un fonds d'investissement, c'est du private equity, mais c'est quelqu'un de sérieux. Et de toute façon, l'AS Saint-Etienne ne pouvait plus continuer avec Roland Romeyer et Bernard Cayazo. Donc il fallait une nouvelle page qui s'ouvre, une page qui se tourne et une nouvelle page qui s'ouvre de l'histoire du club. Et qu'au fond, évidemment, j'aurais préféré que ce soit un investisseur français qui investisse son argent personnel par passion et amour de l'AS Saint-Etienne. Sauf que en réalité...
je pense que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut vouloir quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un qui serait prêt à perdre de l'argent en investissant dans un club de son cœur par passion et par amour des Verts avec des moyens très très importants, c'est le mouton à 5 pattes. Et le mouton à 5 pattes, souvent tu le cherches pendant très longtemps et tu ne l'as pas. Donc voilà, au final, il y a quelques interrogations, il y a du positif, il y a du très positif, donc j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que il faut quand même rester prudent et attendre d'avoir les premiers signaux qui seront envoyés par la nouvelle direction du club sur la politique tarifaire des places, sur le mercato et sur les ambitions affichées. Alors évidemment, on va attendre la fin de saison puisqu'on a des matchs importants qui vont arriver, les matchs de play-off notamment, sauf si on monte directement, mais ce serait un miracle. Et donc on va attendre quand même pour se faire une opinion définitive, pour se faire une opinion plus précise, d'avoir les premières conférences de presse des nouveaux président, dirigeant de l'AS Saint-Etienne, qui la feront, j'espère, en français. Mais de toute façon, maintenant, on va parler en anglais. Yes, we're going to speak English on Carton Rouge TV, ladies and gentlemen. N'oubliez pas de liker la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez apporté quelques éléments. Je ne sais pas combien de temps elle a duré. Je n'ai pas regardé. Mais voilà, donc c'était la vidéo sur la reprise de l'AS Saint-Etienne. On se retrouvera très vite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Go, let's go, let's go. À bientôt, ciao.